Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Bonsoir à nouveau, chers amis. Nous sommes heureux de vous retrouver ce mardi soir pour notre émission habituelle. Je suis content de vous avoir à l'écoute et j'espère que nous passerons de bons moments et surtout que nous apporterons des nouvelles qui vous permettront de mieux aimer le football, de mieux appréhender l'actualité et surtout, pourquoi pas, d'être bien informé afin d'être prêt et de vivre un mondial extraordinaire. Le plus gros mondial jamais organisé dans l'histoire, 48 équipes, comme je vous le disais. C'est comme si on prenait le quart des pays membres de la FIFA, 48 équipes, pour disputer une compétition. Tout le monde vient avec beaucoup d'espoir et beaucoup d'espoir dans l'idée, pourquoi pas, de réaliser un exploit. La route sera longue, le chemin est très très long, il est tortueux et on verra bien. Déjà, la première surprise, si vous voulez, malgré la présence presque d'un quart des membres affiliés à la FIFA a 211 membres, il y a quand même de grands pays du football qui ne sont pas là. Nous avions parlé de l'Italie, bien sûr, qui continue de soulever des interrogations. On a parlé du Danemark, on a deux grands pays du football, surtout en Afrique, le Nigeria, le Cameroun, qui ne seront pas présents à cette grande fête de l'été en Amérique du Nord, donc aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Donc, l'Italie est toujours sous le choc. On a l'impression que l'intérêt dans le monde entier autour du football italien a grandi ou a surgi brusquement en raison de l'absence des Azzurri et à la Coupe du monde de football. Maintenant, l'Italie essaie de penser de redresser la barre. L'Italie prend des dispositions pour relancer son football et ce sont de grands débats qui se font dans ce pays. La première chose, c'est que le président de la fédération a dû démissionner. C'est le président de l'échec. Il avait promis de rétablir la situation, de rétablir la squadra azzurra au plus haut niveau. Malheureusement, ceci ne s'est pas fait. Il a tiré donc la révérence. Deuxièmement, le coach, lui aussi, a remis sa démission. Maintenant, l'Italie, bien avant la phase finale de la Coupe du Monde, veut se remettre en selle. Et les débats se font autour du choix d'un nouveau coach pour l'Italie. Par exemple, Antonio Conte se porte candidat pour être le nouvel entraîneur de la sélection italienne. Si j'étais président de la fédération, je prendrais mon nom en considération. C'est Antonio Conte qui me montrait le candidat, donc il proposait tête. À l'issue de la victoire de Naples face à Milan AC, avant-hier, l'entraîneur de Naples, Antonio Conte, n'a pas fermé la porte au poste d'entraîneur de l'équipe d'Italie, poste devenu vacant depuis le départ de Gennaro Gattuso, depuis le vendredi 3 avril. Son président, Aurelio De Laurentiis, semble être prêt à ne pas lui mettre du bâton dans les roues. Donc, il voulait Antonio Conte, l'Italien prend l'équipe en charge. À l'issue de la victoire de Napoli 1-0 face au Milan AC lundi dernier, qui replace donc les Napolitains à la deuxième place, l'ancien club de Maradona, à 7 points du leader qui est l'Inter de Milan, l'entraîneur napolitain Antonio Conte était présent en conférence de presse. Il en a profité pour évoquer son avenir, lui, comme coach. C'est normal que mon nom apparaisse dans la liste des candidats pour l'équipe nationale. Si j'étais président de la fédération, je mettrais mon nom, je prendrais mon nom en considération. J'ai déjà été sur le banc de la Nazionale de 2014 à 2016. Je connais son fonctionnement, a-t-il poursuivi avant de
de, de parler un petit peu plus concrètement. Si vous connaissez ma situation contractuelle, je rencontrerai mon président en fin de saison, pardon, et on verra. Sacré champion d'Italie en mai dernier de l'année dernière pour sa première saison à Naples. L'entraîneur qui est aujourd'hui âgé de 56 ans est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Naples. Il avait été proche de quitter le club napolitain à l'intersaison en raison de désaccords avec son président Aurelio De Laurentiis. On verra comment cela va se passer. De Laurentiis, président de Naples, ne s'opposera pas à un départ. Ce dernier a ouvert la porte à un potentiel départ de Conte en fin de saison, dans une interview d'ailleurs parue sur le journal Calcio Napoli 24. Si Conte me demandait de l'y libérer pour redevenir entraîneur national, je pense que je dirais oui. Mais comme il est très intelligent, tant qu'il n'y aura pas un interlocuteur sérieux, et jusqu'à présent il n'y en a pas, je pense qu'il ne va pas s'imaginer à la tête d'une entité complètement désorganisée, puisque tout le monde attend quand même qu'on dirigeant, pour qu'on qui dirigeant y comment on peut collaborer avec, qui trempe dirigeant, de quelle tendance il est. En tout cas, la presse italienne est déboussolée. Tout le monde dans la fédération a estimé qu'il a échoué. Il a demandé retirer quoi. Dans la presse italienne, Conte est annoncé comme l'un des favoris, de même que Massimiliano Allegri, actuellement qui dirige l'équipe de Milan AC pour devenir le nouveau homme fort de la sélection italienne en pleine crise après sa défaite et son élimination de la Coupe du Monde. 1-1 le score après prolongation et 4-1 lors des tirs au but. Donnarumma, d'ailleurs, a été très critiqué du fait que M. par contre était pénalité, il a accusé M. par contre était pénalité pour le long match où il prend 4 goals, mais surtout il n'a pas dit que joueur par contre bail goal tout. Dans 5 tirs, joueur italien raté 4, son seul qui goal. La nomination du prochain entraîneur, le troisième depuis août 2023, n'aura pas lieu avant juin prochain, puisque la fédération italienne n'a plus de président après la démission du président Gabriele Gravina. Son successeur sera élu le 22 juin lors d'une assemblée extraordinaire élective à Rome. 5 jours. D'autre part, si en Italie, on est encore aux lamentations, aux interrogations, à s'interroger sur l'avenir, quelle direction faudrait prendre pour établir le prestige et le niveau international du calcio, tandis que à Kinshasa, au Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, eh bien, c'est la liesse. Liesse à Kinshasa et voiture offerte par le président. Les héros de la qualification de la République démocratique du Congo à la Coupe du Monde sont enfin de retour dans leur club. Après sa qualification historique pour la Coupe du Monde le 31 mars, une partie de la sélection de la République démocratique du Congo a été fêtée ce dimanche à Kinshasa par la foule et surtout par le président de la République. Un joueur qui joue en France, Chancel Mbemba, et ses coéquipiers peuvent donc repartir dans leur club, mais avec un peu de retard. La victoire de Lille contre Lens par 3-0 devrait atténuer les événements liés au retour tardif de Mbemba à Lille. Contrairement à Ngaïel Moukaou, revenu dans la foulée de la qualification pour la Coupe du Monde et titulaire dans le derby, le capitaine de l'équipe du Congo de la RDC, surnommé demi-dieu là-bas au Congo, a été réquisitionné comme certains de ses équipiers, Cédric Bakambu, qui joue à Betis de Séville, Arthur Maswaku, qui joue à Lens, Simon Banza, qui joue à Jalzira, Meshak Elia, qui joue à Allianz Sport, entre autres pour la cérémonie donnée par le président de la République, Félix Tshisekedi, et en l'honneur de cette première des joueurs qui ont réalisé cette qualification depuis 1974. Mais vaut-il vraiment rater ce moment de ferveur populaire tellement attendu? Est-ce que les joueurs vraiment voulaient rater? Mais ils n'ont pas le choix, ils sont professionnels. Les joueurs ont été priés donc de patienter à Guadalajara, lieu de leur succès contre la Jamaïque, 1-0 après prolongation, toujours à prier pour la Jamaïque. L'avion a été affrété par le président de la République
et ils ont été donc dû attendre plus longtemps. Après une quinzaine d'heures de vol, les joueurs ont pu atterrir à Kinshasa au Congo et découvrir l'impact de leur qualification. Des milliers de personnes de tous âges les ont accueillis sur le parcours et l'esplanade du palais du peuple, où les attendait Tshisekedi, le président, pour les discours de circonstance devant une foule en délire et en liesse. Des fans qui demandent, pourtant il y a eu beaucoup de femmes, mais fans, il y a des pour le président de la République, il y a l'autre parole qui a parlé. Les fans, par exemple, qui étaient venus accueillir l'équipe là, des milliers de personnes, ils ont même été là tout, mais ils ont demandé travail pour eux. Le président a même demandé à ces léopards, donc les joueurs de l'équipe nationale du Congo, ce qu'ils attendaient de l'État comme récompense, ce qui a poussé les fans présents à réclamer du travail pour eux-mêmes. Bon, d'accord, il faut jouer en bagaille, mais nous-mêmes tout, il faut nous joindre travail. Le seul petit couac dans cette journée de festivité qui restera gravé dans les cœurs congolais. Les joueurs devraient d'ailleurs obtenir une maison, une voiture et de l'argent d'après les annonces officielles du gouvernement. Certains des joueurs voulaient être là car ils savaient qu'il y aurait des récompenses, a déclaré un supporter local, mais Mbemba, lui, n'avait pas le droit de manquer à l'appel, même s'il aurait été évidemment plus judicieux de prévenir de vive voix son club que de laisser la fédération envoyer une simple lettre. Quitte à se mettre en faute vis-à-vis de leurs employeurs, chacun des joueurs devait repartir, donc sont repartis depuis dimanche soir en fonction des vols disponibles au Congo. On en saura plus ensuite sur les sanctions que leur club pourrait prendre contre leurs salariés, surtout si joueurs ça yo pas venir après match là, Jean ça prévoit un règlement de mise à disposition des joueurs à la disposition des joueurs pour l'équipe nationale. 5 jours d'attente, il y a eu véritable liesse à Kinshasa. Des voitures ont été offertes par le président. Les héros de la qualification de la République démocratique du Congo sont donc de retour. Après sa qualification pour la Coupe du Monde le 31 mars dernier, une partie de la sélection a été fêtée ce dimanche. Une victoire qui est fêtée jusqu'à présent. On est en liesse, on est content et dans tous les villages du Congo, on fait cette qualification pour la Coupe du Monde. Nous sommes Congo, comme nous t'ai dit la semaine là. Congo dans la Coupe du Monde là, qui était le Kinshasa à l'époque. L'Italie dans la Coupe du Monde là même avec sélection haïtienne en 1974. Ils avaient un président très connu dans le monde pour ses excentricités et c'était vraiment Mobutu Sese Seko. Eh bien, Monsieur était venu, et me rappelez nous, dans l'hôtel qu'il était descendu en Allemagne, on était là dans l'hôtel, là, le déplacé pour le match que Congo d'avoir perdu 9-1. Eh bien, monsieur réunit tout le monde qui t'a travaillé dans l'hôtel là, lui fait au cadeau l'argent en billets. Et pas tant pile cob. Par rapport à Kounia, mais pour ça, c'était gros cob. Tout le monde qui t'a travaillé dans l'hôtel là. Les demandé pour qui ça le bail joueur, est-ce que son pouvoir qui ou comme ça, il dit non, depuis le président par son côté, le monde qui l'a yo doit content. Donc et meilleure façon de me faire content c'est que au travail, au fait service yo, me faire au cadeau comme ça surprendre le monde. Et puis autre point concernant l'actualité, la Colombie est inquiète pour son meneur de jeu, James Rodriguez. La vedette, la star de l'équipe colombienne, en dépit de ses 34 ans, est le grand espoir colombien pour la Coupe du Monde. Il était tombé malade et même manqué mourir même. Le match Colombie était joué avec la France la semaine passée aux États-Unis. James Rodriguez a été même hospitalisé après la rencontre entre la Colombie et la France suite à une déshydratation sévère. C'est peut-être plus gros danger qui menaçait les joueurs football dans la Coupe du Monde, surtout avec match qui a fait gros soleil midi et a fait très chaud aux États-Unis dans l'époque de juin-juillet et en pile joueurs risquaient de souffrir de déshydratation. En tout cas, le capitaine de la sélection colombienne de football, James Rodriguez, a été hospitalisé plusieurs jours après le match face à la France. Le meneur de jeu colombien était sujet à une déshydratation sévère. La sortie prématurée de James Rodriguez à la 63e minute contre la France, qui menait 3-1,
trouve désormais une explication. Le lendemain de cette opposition amicale, l'ancien joueur qui a joué en Espagne et qui a joué également en France à Monaco a été victime d'une déshydratation sévère et a nécessité une hospitalisation de 72 heures à titre préventif, avait communiqué la Fédération colombienne dans la nuit ayant suivi le match. Dans son communiqué médical, la Fédération colombienne avait précisé que la situation est gérée en partenariat avec son club du Minnesota où il joue actuellement aux États-Unis. Heureusement, le rapport médical actuel indique une évolution favorable, une amélioration constante. Et puis, la fédération tient par ailleurs à écarter tout lien avec l'état de forme du joueur. Cette situation n'est liée ni à des blessures musculo-squelettiques, ni à l'évolution de ses activités footballistiques. Ça, la fédération a essayé de rassurer le monde, mais il n'y a pas qu'à écarter degré de forme joueur, là qui est altéré, là qui est l'entraînement, d'autant qu'il est souvent accusé, James un petit peu de accro à la discipline. À 34 ans, il aura 35 ans le 12 juillet. James Rodriguez disputera probablement sa dernière Coupe du Monde, celle des États-Unis. La Colombie, on se rappelle, débutera face à l'Ouzbékistan le 18 juin, avant de croiser la route de la République démocratique du Congo le 28 juin. Son meilleur souvenir en mondial reste le quart de finale atteint au Brésil en 2014. La Colombie avait été battue in extremis par la Seleção, par la sélection du Brésil, compétition lors de laquelle James avait terminé meilleur buteur avec 6 réalisations. Mais ce qu'on appelle ne pas perdre son temps, la Confédération brésilienne de football a annoncé aujourd'hui, encore autre information, que l'IPAP tombé là a fait changer entraîneur, chaque temps résultat pas bon ou chaque temps équipe livre stabilité. C'est ainsi qu'alors que entraîneur t'es préparé, li signé avec entraîneur pour Coupe du Monde là, mais même s'il pas connaît comment Coupe du Monde l'a passé, même s'il pas connaît comment Coupe du Monde l'a ouais, mais Brésil pas veut perdre du temps. La Confédération brésilienne des sports s'apprête à sécuriser l'avenir de la sélection brésilienne en prolongeant le contrat d'Ancelotti jusqu'à la Coupe du Monde 1930. Et ceci, même le pas connaît comment Coupe du Monde là a passé. Alors que son engagement actuel court jusqu'à la fin de juillet, la Fédération brésilienne et le technicien italien ont déjà trouvé un accord de principe pour qu'il continue d'entraîner la sélection brésilienne sur un cycle complet pendant 4 ans au Mondial 2030, selon des informations diffusées par ESPN, la chaîne américaine ESPN, la ESPN de Brésil. Les derniers détails juridiques doivent être encore validés par les avocats avant une signature officielle qui devrait intervenir dans les prochains jours. Pour la Confédération brésilienne de football, la CBF, cette formalité ne fait guère de doute puisque tout avait été déjà négocié lors des discussions menées ces dernières semaines entre l'entraîneur Ancelotti et le président de la Fédération brésilienne, Samir Saroud. Avant même de juger les résultats à la Coupe du Monde 2026, qui aura lieu donc dans 2 mois, le Brésil veut de la stabilité pour construire une sélection capable de reconquérir le sommet du football mondial. Cette prolongation s'accompagne d'un véritable pont d'or. Donc, il y a monsieur en pile cob. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, si tu parlé de Ancelotti comme entraîneur Brésil ou italien à la tête de la sélection du Brésil, tout le monde tape du fou, il tape du fausse information. Mais le Brésil, après les échecs successifs, depuis 2002, le Brésil n'a pas remporté Coupe du Monde. Et le Brésil parle en Coupe du Monde, même le fait final, son drame lié dans le pays ça à côté, il fou de foot. D'après les termes évoqués dans les discussions entre Carlo Ancelotti et la Confédération brésilienne de football, eh bien, le salaire négocié lors de son arrivée, environ 10 millions d'euros par an, donc presque 11 millions de dollars, presque 59 millions de réals, qui c'est l'argent brésilien là, une rémunération qui en fait déjà le sélectionneur le mieux payé de l'histoire de la sélection brésilienne. Son staff technique devrait également bénéficier d'une revalorisation importante. Donc, il y a tout à jouer une augmentation, notamment ses adjoints Paul Clément et Francisco Marouini.
ainsi que le préparateur physique Mino Fulco et l'analyste de jeu de la sélection brésilienne Simone Montao. Une demande formulée directement par le technicien italien, désireux de travailler avec un entourage renforcé et pleinement reconnu par la fédération brésilienne. Sur le plan contractuel, la prolongation prendra une forme particulière afin de respecter les limites du droit du travail brésilien. Le nouvel accord, donc, Ancelotti a signé avec la Confédération brésilienne de football, sera divisé donc en deux parties. Un premier contrat de 2 ans, suivi d'une extension automatique de 2 années supplémentaires, déjà approuvée par les deux parties. Au total, cela représente donc un engagement de 4 ans permettant à Carlo Ancelotti de diriger. Brésil prend précaution parce que le contrat M. Tap fini vite et son entraîneur à succès, son entraîneur qui joue en pile proposition. Brésil voulait sécuriser, mais Brésil voulait travailler sur le long terme avec son équipe nationale. Trop d'incertitudes, trop d'entraîneurs à peu près qui par bagaille yo dirigé pour travailler avec un entraîneur sérieux. On a senti la patte d'Ancelotti, l'équipe brésilienne a montré une bonne tenue défensive, une bonne organisation défensive lors du match amical contre la France particulièrement. Dommage, la France était plus en jambes que yo et Brésil peut-être bien pour dispositionner pour l'équipe là viennent plus performants et comme nous connaissons, monsieur a proclamé le retour de Neymar. On a besoin de créateurs comme lui. C'est un monstre sacré par un monde encore qui rencontre le niveau qui est capable de créer et permettre que le Brésil retrouve son allant, son efficacité offensive, capable de changer un homme, capable de changer le destin d'un match. Jusqu'à présent, Neymar, Ancelotti pas dit, mais il dit pour lui, c'est pas une question de technique. Neymar a fait toute ça avec un ballon, il connaît ça le cabaye, même il su que monsieur entraîné, que la condition physique, c'est pas technique, besoin de la condition physique. Est-ce que Neymar a retenu la leçon? Comme t'es pensé que monsieur devait besoin faire Neymar grand goût, faire Neymar envie, d'autant que Neymar est pratiquement en fin de carrière, pour que 2 mois crétéo pencher avec intérêt la préparation, le repos, suspendre un petit genre désordre pour le capable en pleine forme parce que gens italiens ont joué au top de conditions physiques. La Confédération brésilienne donc s'apprête à sécuriser l'avenir de la CDSAO en prolongeant le contrat de Ancelotti jusqu'à la Coupe du Monde 2030. Alors que son engagement actuel court jusqu'à la fin de juillet, la fédération brésilienne et l'entraîneur italien ont déjà trouvé donc un accord de principe pour suivre leur collaboration. D'après les termes de discussion, Ancelotti a touché près de 10 millions de dollars par an et il a choisi propre et coach Pali et l'a choisi comme propre assistant, le staff Pal. Son gros bagaille. Et puis, n'a pas fait un petit coup de pause. Nous sommes dans un moment pour la suite de l'actualité. Nous aborderons ce soir l'autre groupe, la Coupe du Monde. Là, nous avons analysé l'autre groupe, la Coupe du Monde. Là, c'est le groupe B qui, en tête, c'est Canada en tête. Une petite pause, on revient dans un moment. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Voilà. La suite de l'actualité, nous parlerons du groupe B de cette Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. C'est apparemment l'un des groupes les moins relevés du mondial 2026. D'abord, le Canada, la Bosnie-Herzégovine, le Qatar et la Suisse. Sur le papier, le Canada est une seconde nation de seconde zone du football,
mais comme il joue à domicile, tout est possible. D'autant que le football a pris une certaine extension, qui a fait de gros progrès au Canada, donc qui est devenue une véritable nation du football. On a la Bosnie-Herzégovine, ce n'est pas une grande habituée des grandes compétitions internationales, mais c'est quand même une nation héritière d'une grande nation du football. C'était la Yougoslavie. On a le Qatar, qui est un petit pays, mais sa richesse, en pile naturalisation, fait que Living gros interlocuteur en Coupe du Monde, les recevoir en pile la Coupe du Monde du 17, les même te recevoir la Coupe du Monde en 2022. Peut-être, je m'a parlé de Qatar, j'aime vraiment à l'aise parce que j'ai l'impression beaucoup de sacrifier nous là, c'est peut-être parce que une promesse qui nous a été faite et un accord qui a été conclu, c'est pour un engagement qui a été pris pour nous donner l'un des stades de la Coupe du Monde. M'attend jusqu'à présent l'Hypoco Cavini. Si l'État haïtien Camandel, parce que c'était connu de tous. Et puis, c'est l'un des groupes donc les moins relevés du mondial 2026. Aucune grande puissance du football, pas figuré dans le groupe ça, même si la Bosnie mérite quand même un peu de respect. Car si la Bosnie-Herzégovine n'a pas un palmarès impressionnant, elle a quand même de grandes références. D'abord, Yodi Petit donc la Bosnie est un pays est un pays qui est héritier de la Yougoslavie, une nation un peu nouvelle, mais comme on dit, petit puisque la Bosnie est quand même héritière d'une grande nation de football, donc elle est aussi une nation, d'autant que si elle a pu se qualifier en Europe, c'est signe donc qu'elle a un énorme potentiel. La Bosnie est née de l'ancienne Yougoslavie après l'éclatement de l'Europe il y a une trentaine d'années, la Yougoslavie du défunt maréchal Tito. Les gens d'un certain âge, comme moi-même, comme tant d'autres, entendaient souvent parler du maréchal Tito, qui était le président de la Yougoslavie. La Yougoslavie qui a éclaté, qui a donné naissance à 7 États au début des années 2000. La Serbie, qui a été la première à être connue en 2006. La Bosnie-Herzégovine, qui a pris son indépendance en 1992. La Slovénie, indépendance en 1991, la Croatie, indépendante en 1991, la Macédoine du Nord, anciennement Macédoine, indépendance en 1991, Monténégro, indépendant de la Yougoslavie, et à peu près vers la même époque, et puis le Kosovo. Donc, le Kosovo, c'est le premier pays à été joué un match international. C'est Haïti comme premier pays qui a joué un match international à Kosovo. C'était le premier match d'ailleurs de entraîneur national, Markola. La Bosnie, comme les 6 autres nations qui ont hérité de la Yougoslavie, a de qui tenir, car elle vient, comme nous l'avons déjà dit, était de la Yougoslavie, qui était une grande nation de football, et aussi pour entrer dans le tableau du mondial. Elle a pu quand même se qualifier, elle a dû écarter pas moins un géant du football mondial, l'Italie, et ce qui est une solide carte de visite pour cette Coupe du Monde. C'est un pays né donc d'un traumatisme après des guerres avec ses voisins, des guerres à motifs religieux, musulmans contre catholiques, catholiques contre bagaille. La Croatie, la Yougoslavie, bataille, et pas capable. Alors, la Croatie a été, si vous voulez, la Yougoslavie a été détruite durant la guerre de Bosnie-Herzégovine entre 92 et 95. Des troupes serbes, donc de la Serbie, ont massacré des populations musulmanes à Srebrenica. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie des Nations Unies et la Cour pénale de justice ont reconnu ce crime comme un génocide. La Yougoslavie a cessé d'exister, comme vous le savez tous, en raison de la montée des nationalismes, de la fin du régime communiste qui était au pouvoir dans ce pays et de la volonté d'indépendance de ces républiques membres, déclenchant des guerres civiles meurtrières entre 91 et 2001. Cette désintégration de la Yougoslavie a transformé sa fédération yougoslave de football en 7 nouveaux États, la Slovénie,
la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo. La principale cause, vous le pensez, c'est la guerre, la montée du nationalisme, un nationalisme exacerbé après la mort de Tito en 1980. Le leader communiste qui maintenait l'unité, les tensions nationalistes ont remplacé l'idéologie yougoslave, notamment avec le projet de Grande Serbie. Crise économique et politique, la chute du bloc communiste et des difficultés économiques ont affaibli l'État fédéral, poussant les républiques à réclamer leur souveraineté. Il y a eu la main à distance des grandes nations occidentales, les États-Unis particulièrement et l'Europe de l'Est. Il y a eu donc des indépendances successives de plusieurs parties de l'ancienne Yougoslavie, la Slovénie et la Croatie en 91, qui ont proclamé leur indépendance, suivi de la Macédoine et de la Bosnie en 1992, entraînant la dislocation de la République fédérale socialiste de Yougoslavie. Guerre de dislocation, les conflits, particulièrement en Bosnie et en Croatie, ont fait beaucoup de morts. Le nom Yougoslavie a officiellement disparu en 2003, remplacé par une union de la Serbie et du Monténégro qui s'est elle-même séparée à partir de 2006. L'équipe de Bosnie est donc une héritière de cette ancienne nation yougoslave, de l'ancienne équipe nationale yougoslave. Elle a été créée en 1992. C'est l'équipe nationale représentant donc la Bosnie-Herzégovine. Cette équipe est présentée et est affiliée à la FIFA depuis 1996 et à la UEFA, à l'Union européenne de football depuis 1998. Donc c'est une fédération récente, créée en 1992. Son classement FIFA n'est pas très élevé. La Bosnie-Herzégovine est 71e lors du classement FIFA en novembre dernier. Son stade principal n'est pas très connu, en tout cas c'est pas un stade célèbre en Europe, c'est le stade Bilino Podje et le stade Vika, le surnom Majevi Ilian. Le football en Bosnie-Herzégovine est le sport le plus populaire du pays. Il est géré par la Fédération de Bosnie-Herzégovine de football qui a son siège à Sarajevo. Le football en Bosnie est l'héritier de celui de Yougoslavie. Même pendant les années de guerre, le football ne s'arrêta pas. À la fin des hostilités, il connaît un fort regain d'intérêt, alors même que son organisation se fait sur une base de séparation ethnique, avec d'un côté la mise en place d'une fédération nationale dans le cadre de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de l'autre une fédération dans le cadre de la République serbe de Bosnie. En 2002, les entités décident de se regrouper pour organiser un championnat de Bosnie-Herzégovine de football. On souhaitait continuer avec la PA parce qu'on ne devrait jamais se battre, on a si peu le temps pour vivre. L'équipe de Bosnie-Herzégovine de football s'affirme de jour en jour pour devenir une équipe quand même chaque jour plus importante en Europe. Lors des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2010 pour la zone Europe, elle ne s'est inclinée que lors des barrages contre le Portugal. L'équipe de Bosnie-Herzégovine de football se qualifie enfin pour une compétition internationale majeure en 2014 en finissant première de son groupe de qualification devant la Grèce en vue de la Coupe du monde de Brésil. Les points importants à noter pour le football yougoslave, bosniaque, qui est héritier de la Yougoslavie. Les débuts remontent à 1905-1920, à peu près la même période qu'Haïti. Apparition du football à Mostar en 1905 et puis un sous-comité de football à Sarajevo en 1920. Le football dans le pays reste un miroir des tensions politiques, la plupart des clubs étant souvent associés à des entités communautaires. La Bosnie et sa riche histoire du football. Pour son troisième match de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, l'équipe de France de football avait affronté la Bosnie-Herzégovine à Sarajevo, l'occasion de revenir pour prolongation sur la riche histoire. À partir de 1992, l'éclatement progressif de
la Yougoslavie a laissé place à une nouvelle mosaïque dans la zone. Les Slovènes ont été les premiers à quitter la Fédération yougoslave de football, qui, sans avoir remporté de titre, avait pendant longtemps des équipes réputées. Les Yougoslaves ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde 1930, depuis qu'il a joué football dans la zone ça, et surtout, les Yougoslaves étaient demi-finalistes de la Coupe du Monde au Chili. Et au Chili en 1962. Ils étaient quart de finalistes en 1964, en 1958, en 90, aux mêmes finalistes de l'Euro en 1960 et en 1968, demi-finalistes en 1976. C'est un pays, donc, c'est un football, si vous voulez, qui a la référence. Après la Slovénie, la Croatie s'est lancée en 1994, puis la Bosnie en 1996, avant que ne vienne le tour un peu plus tard, dans les années 2000, de la Macédoine, du Monténégro et enfin dernièrement du Kosovo, faisant ainsi finalement la Serbie qui a perdu au fil des années son influence dominatrice sur ses cousins yougoslaves. Rappelez-nous, c'est Haïti qui a fait Kosovo réussit à jouer une qualification, et affiliation en FIFA. C'est la première équipe nationale qui a joué avec Kosovo. C'était d'ailleurs le premier match de Marc Kola. Le match a été fini nul. Après la Slovénie, la Croatie s'est lancée en 1994. Après la Slovénie, la Croatie s'est lancée en 1994, puis la Bosnie. La Bosnie, alors petite enclave entre la Croatie et la Serbie, sans être l'acteur majeur du football yougoslave, n'était pas du tout une quantité négligeable. 3 de ces équipes se sont mêlées régulièrement à les luttes avec les grandes équipes de Zagreb, de Split, de Belgrade. Le FK Sarajevo a été même champion de Yougoslavie en 67, en 85. C'est un pays donc qui a un passé. La Bosnie-Herzégovine s'est qualifiée pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 au terme d'une soirée folle face à l'Italie. C'est une solide référence à avoir éliminé la Squadra Azzurra. Montrez-nous quand même. Montrez-nous la montée. Donc, on pose en mime l'autre à l'heure. Oui, nous revenons à la Yougoslavie après cette pause imposée par le son du téléphone. En Amérique du Nord, les Bosniens seront opposés au Canada, au Qatar et à la Suisse dans le groupe B, victorieuse au forceps de Pays de Galles, puis de l'Italie. Donc, sont équipes qui gagnent référence. Et puis, autre point concernant dans le groupe, toujours dans ce groupe B, en Amérique du Nord, la Bosnie-Herzégovine tentera de se hisser au-delà du premier tour dans un groupe B assez relevé où elle affrontera le Canada, pays hôte, organisateur de la Coupe du Monde, le Qatar et la Suisse. La Suisse, on verra bien notre équipe. Il s'agirait de la deuxième participation de son histoire à la Coupe du Monde après celle de 2014. Au Brésil, les Bosniens avaient été éliminés dès la phase de groupe malgré une première victoire sur la scène mondiale face à la République d'Iran. Voici donc, dans ce groupe, il y a non seulement la Bosnie, mais également il y a l'Iran, le Qatar qui jouera dans ce groupe. Les origines du football qatari sont assez récentes. On parle de 1940 à 1950. Ce football a été introduit dans le pays par des employés indiens. Qui étaient venus travailler au Qatar. Donc, au Qatar, quand il y a un pile étranger qui travaille là. Eh bien, il commence à structurer le football en période 1960-1970, avec la création de la Qatar Football Association. En 1960, il a lancé le championnat national du Qatar en 1972. Et puis, Dora Stadium en 1962 est le premier stade en herbe de ce pays. Le premier pas international commencé dans les années 70 et 80 pour le Qatar. Premier match officiel a été joué par le Qatar en 1970 contre Bahreïn. Le Qatar a été battu 2-1. L'équipe progresse et participe à la Coupe d'Asie en 1980. Et il y a eu développement d'une académie reconnue mondialement, développement académie Qatar en 2000.
Création de l'Académie Aspire Zone en 2004 pour former des talents locaux. Et surtout, Qatar naturaliser joueurs qui sont en pile pays. Et en pile pays. Par contre, un règlement, ah oui, jouer aussi, il n'y a pas de temps de jouer pour l'autre pays, il doit naturaliser et jouer pour un nouveau pays. Le Qatar a créé l'organisation en 2010 de la Coupe du Monde 2022. Nous songez, nous avons joué le 17 novembre 2010. Et peu après, dans le cadre du tremblement de terre, des matchs qui ont fait pour tremblement de terre, pour relancer le football après tremblement de terre, la fédération a écrit en pile pays dans le monde, mandé aux aides, mandé aux bourrades. États-Unis, tu pour mettre un terrain artificiel qui pas jamais bail. Canada, tu pour mettre un terrain artificiel, tu bail. Qatar, tu pour mettre un stade li bail Coupe du Monde, un stade li construit pour Coupe du Monde. Comme son petit pays tout petit, à peine plus gros que le département du Nord et à peine gagne 800 000 habitants, en pile là-dedans, c'est étranger, pour travailler avec Mini, eh bien, il te promet, il n'y a pas besoin de gros stade, après Coupe du Monde, il a fait Haïti cadeau. Malheureusement, je ne pas attendre de faire. Parce que ça que fait programme, il y a un succès, candidature, il y a un succès, face à la candidature États-Unis, c'est aux deux pays qui étaient candidats pour organiser la Coupe du Monde là, en 2022, c'est Qatar et États-Unis. Mais les Qatar viennent avec proposition à savoir que stade la pour Coupe du Monde, dans 8 stades la construire la fait cadeau 7 à des pays pauvres mais qui ont un football très développé. En pile monde te couru poser candidature et Haïti t'a posé candidature par tout. C'est ainsi que le 17 novembre 2010, donc 8 mois après le tremblement de terre, tu as gagné une soirée pour fêter le fait que Qatar batte États-Unis comme candidat pour organiser la Coupe du Monde 2022. Et tu as gagné 2 matchs de ça. Qatar contre Haïti, nous t'es calé 1-0. Et le deuxième match là, t'es opposé, c'est ton gala, t'es opposé à Argentine au Brésil. Le Qatar a organisé donc la Coupe du Monde de la FIFA, sa première participation, malgré une élimination au premier tour. Mais Qatar a gagné la Coupe d'Asie pour la deuxième fois consécutive en 2023. Haïti, il est vrai, t'es négligé préparation. Sur les derniers matchs, on perdu devant Canada et à Chicago, qui ont placé de Badvini, semble-t-il, pour avoir fait des papiers, vaccins, il n'y a pas de fait, l'équipe n'a pas de fait stage. Et des Paris Chicago, en pile joueur était venu, en pile joueur pas de venir. En tout cas, nous t'es négligé notamment. En tout cas, le championnat local, la Qatar Star League, attire de nombreuses stars internationales depuis plusieurs années, en pile joueurs connus, et il a joué en Arabie Saoudite, en pile a joué à Qatar. Bon, Qatar a le même problème Moyen-Orient parce que tout le monde qui gagne base, tout pays qui gagne base États-Unis, la Caillou, de temps en temps, Irak, pour défendre, réagit sur le pays parce que c'est deux pays qui ont gagne base que force étrangère a venu pour frapper Irak. Le football est d'abord donc une histoire de famille. Derrière la Coupe du Monde de football, qui était profité en 2002, le Qatar a, contrairement aux idées reçues, une histoire sportive. La rivalité entre les clubs de football de la capitale Doha et de sa périphérie, tu as tué aussi celle des grandes familles qataries appelées Al Derby ou et Classico. Ces rencontres rythment la passion locale et renvoient à des histoires familiales. Chaque famille, donc, gagne équipe football par eux. Derrière la Coupe du Monde de football qui était faite en 2022, le Qatar, contrairement aux idées reçues, ont l'ont passé dans le football. Nous te connaissons, dans tout le pays, un creux géant, large extrémité, ciel dégagé, indiquant que le stade semble prêt à accueillir. FIFA gagné Qatar, les facilités Qatar Coupe du Monde. Là, normalement, Coupe du Monde qu'on fait en juin, pour faciliter les joueurs en vacances, il y a disponible pour jouer pour payer, pour FIFA te fait et il fait Coupe du Monde généralement en juin-juillet, c'est pour justement pas contrarier championnat dans plusieurs pays, particulièrement en pile pays qui ont pause juin, juillet, août, septembre et comme ça, Coupe du Monde l'a joué le moment joué en vacances, club n'a pas subi de ça. Mais pour Qatar, compte tenu température tellement chaud là, en mai, juin, juillet, donc ils sont obligés, ballon exception, ils ont fait Coupe du Monde pour lui le mois de décembre.
Qatar, il est vrai, investi en pile. C'est un pays qui prend pile compétition dans FIFA, qui prend pile bagaille. Son gros sponsor FIFA d'ailleurs, Qatar Airways, pas le chercher l'explication avec. Un bonjour peut-être, lorsque les temps ont changé, nous connaissons pour qui ça. Et peut-être ça, jusqu'à présent, alors que tu dit depuis Coupe du Monde, la fini, il a démonté le stade, à le déposer dans le pays, il a promettu. En Haïti, c'était conclu, c'était convenu. Il a même fait des marches au niveau haïtien et DGIT bail un terrain entre son auto et quoi des bouquets, entre Tabar donc et quoi des bouquets pour installer lui. Et le Qatar avait promis non seulement de faire un stade, mais de créer une zone historique avec touristique, avec un pile et magasin, un pile attraction. Malheureusement, depuis 2022, Coupe du Monde finie. L'engagement était que 4 mois après la Coupe du Monde, le stade serait aux frais du Qatar démonté, parce que c'est des stades démontables Qatar a fait, pas qu'un béo, eh bien, transféré et réimplanté en Haïti. Mais on n'a jamais plus parlé de ça. Je souhaitais, un bonjour, il a parlé de ça. En tout cas, James Rodriguez, il jouait au Qatar. Eh bien, il a parlé de lui. Malheureusement, on te dit nous déjà, les nouvelles le concernant ne sont pas rassurantes. Espérons qu'il soit rétabli. On aimerait bien revoir pour la dernière fois ce joueur exceptionnel qui a fait de grandes choses dans le football mondial et pourquoi pas avec la sélection de Colombie. En tout cas, le Qatar donc est devenu une grande nation, non pas du football par les résultats, mais un pays qui joue des rôles importants. Souvent, nous connaissons Paris Saint-Germain, qui est d'ailleurs la propriété du Qatar, et fait référence au match Barcelone, Real, nous Real Madrid avec sponsor Qatar. On imaginer Jean yo gain pouvoir pour tout football qu'a joué dans le monde. Et puis donc nous avons parlé de Qatar et nous allons tomber dans Bosnie-Herzégovine et nous allons continuer avec Frachio. Avec le troisième pays dans le groupe là, nous pensons que en plus de Qatar, nous avons gagné Qatar, nous avons gagné d'abord et nous avons Mexique dans le groupe là et le Mexique qui joue un rôle important dans ce groupe B. Et Qatar, Mexique, Bosnie-Herzégovine, nous parlons de lui. Et puis le dernier pays de ce groupe, c'est la Suisse. En tout cas, lors de la dernière décennie, eh bien, il y a un pile match qui jouait au Qatar et un pile championnat. Enfin, un pile grand joueur à jouer au Qatar, même j'en ai un pile à l'Arabie Saoudite, même j'en ai un pile dans l'autre pays, à la recherche de dollars. À noter que derrière le ballon, on aperçoit la richesse du Qatar. Yo prend pile moun vinn travailler la caillou. Les fondations sont formées autour des milieux marchands. Yo tout moun grand famille gagne l'argent yo chaque prend en pile pour eux. Donc nous parlons de Qatar, nous parlons de Bosnie-Herzégovine. Le dernier pays dont on parlera avant de revenir quand même aux difficultés qu'il y a à la Coupe du Monde là, c'était la Suisse, l'Autriche également. Et l'Autriche, c'est encore un pays de gloire du football. On parle de Wunderteam. Wunder veut dire merveilleux. À un moment, l'Autriche était une grande puissance de football. L'Autriche a organisé la phase finale de l'UEFA de l'Euro en 2008, une étape importante dans l'histoire de la fédération autrichienne. C'était la première participation de ce pays au championnat d'Europe de l'UEFA. 8 ans plus tard, ce développement dans le football de jeunes porte enfin ses fruits. Emmené par David Alaba, l'Autriche a pu valider son billet pour l'Euro 2016 en signant 9 victoires et un nul en éliminatoire. Mais la formation, entraînée à l'époque par Marcel Kohler, est ensuite incapable de confirmer son potentiel
lors de la phase finale en France. L'Autriche a brillamment validé son billet pour la Coupe du Monde 2026 en terminant première du groupe H des qualifications européennes. Sous la houlette d'un entraîneur peu connu, Ralf Rangnick, l'équipe a dominé la Bosnie-Herzégovine. La Roumanie s'élance sa qualification grâce à un nul 1-1 contre la Bosnie en novembre 2025. Novembre 2025. C'est même équipe Bosnie ça qui a tombé la route l'Autriche, qui a tombé la route Italie et qui frappait d'eau Italie à terre. Italie donc qui va le rater troisième Coupe du Monde. Donc l'Autriche a terminé première du groupe H de la zone européenne. Les performances clés ont été 5 premières victoires consécutives, incluant un succès 10-0 contre Saint-Marin en octobre 2025. Le match décisif, ça a été la victoire cruciale remportée à Chypre par 2-0 et un nul 1-1 contre la Bosnie-Herzégovine le 18 novembre 2025, synonyme de qualification directe pour l'Autriche. Retenez bien le nom du buteur vedette de l'Autriche, Marko Arnautovic, meilleur buteur de l'histoire de la sélection. Mais tout est quand même que l'Autriche, fut dans les années 30, il était parti de la première Coupe du Monde, était une grande nation du football. À noter quand même, l'Autriche a terminé donc première du groupe H. Et calendrier groupe ça prévoit 12 juin 2026, Canada contre Bosnie-Herzégovine à Toronto, c'est le groupe B. 18 juin 2026, Suisse, Bosnie-Herzégovine à Los Angeles. Donc, il y a joué match au Canada et aux États-Unis. Et le 24 juin 2026, Bosnie-Herzégovine contre Qatar. Ce match se joue à Seattle. Les joueurs clés de la Bosnie sont Edin Zebo, peut-être n'a découvert la Coupe du Monde là, un attaquant vedette de l'équipe là, et il reste le pilier de l'équipe malgré ses 40 ans d'âge. Emedin Demirovic, un attaquant très performant également de 28 ans. Il a gagné comme joueur encore Siad Kolasinac, défenseur central, très expérimenté de 32 ans. Et Benjamin Tariovic, milieu de terrain. Et puis Tariq Moukarevic, un défenseur central de 23 ans. Et puis, nous sommes capables de noter tout. Et l'autre point concernant, c'est surtout nous parler de tout le monde qui est dans le groupe ça, n'espérer que nous reviendrons au fur et à mesure que d'autres informations nous parviennent concernant la préparation, concernant les joueurs, concernant l'effectif, n'a des moyens et tendons sous ça. En tout cas, l'autre point qui concerne l'actualité aujourd'hui, Anne Ponty pose dans ton état. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Et puis, autre point concernant l'actualité, toujours des problèmes concernant l'organisation de la Coupe du Monde aux États-Unis. Aujourd'hui, il y a eu une importante prise de position de Amnesty International, cette organisation qui travaille, cette ONG qui travaille en matière de droits de l'homme. Eh bien, la réforme du droit du travail d'envergure tant attendue est promulguée en août 2020, ou encore l'organisation de premières élections législatives fait que Amnesty International prend pile position. Notamment en ce qui concerne le Qatar, puisqu'il s'agit bien de son groupe. Il aurait pas été que beaucoup de gens qui ont été travaillés au Qatar n'ont pas reçu les engagements, n'ont pas bénéficié des engagements qui ont été pris à l'endroit des travailleurs. On estime que les gens ont été pas bien traités. En tout cas, de nombreux travailleurs migrants restent soumis aux différents obstacles du système de la kafala et peuvent se voir contraints de payer des sommes jusqu'à 5 fois leur salaire
pour bénéficier de leurs nouveaux droits. Pour limiter les envies de changement d'entreprise ou de sortie de territoire, la pratique de la retenue sur salaire par les employeurs est courante. Mon travaille pour $100, mais au lieu de payer le $100, on chiffre bon comme ça, mais c'est plus gros comme ça. Donc, yo paye yo doit moun $100 pour travailler, mais moun pour pas quitter le pays, yo l'air paye, yo paye le $50, yo dit yo c'est reste là pour lui. Comme ça le pas aller parce que toujours gen kobli dans même pays. En plus de cadence de travail infernale, yo remarqué moun y travaille en chaleur, moun y travaille en nuit, yo pas respecté conditions minimales de travail là, le Qatar toujours en vedette dans le domaine ça. Et en pile, Amnesty International a demandé Qatar pour le plus transparent autour des décès constatés de milliers d'employés sur ces chantiers. Mais depuis la Coupe du Monde, a-t-on changé? On ne sait pas. Son pays contingent très, très opaque qui pas vraiment... qui pas transparent, moun pas véritablement connaît ce qui a passé là-dedans. En tout cas, l'autre point concernant l'actualité, nous reviendrons dans un moment. Tous les soirs, de 7h à 9h, les grandes gueules du sport s'installent au micro du 104.5 et vous invitent au plus grand talk show quotidien jamais conçu en Haïti. L'opinion des stars, une exclusivité Galaxy. Sport et société, sport et politique, sport et santé, sport et développement. Un menu exceptionnel, un rendez-vous d'experts. Tous les soirs, de 7h à 9h, le sport n'est nulle part ailleurs que sur la radio du sport. Galaxy, le 104.5. Et puis nous revenons sur des promesses que nous avions faites hier. Nous avions promis de parler un petit peu du football sud-africain. Nous n'avions pas tout à fait parlé trop du football sud-africain dans le contexte de la présentation du groupe A. Le football sud-africain, on le sait, a été longtemps banni par la Fédération internationale de football et par toutes les autres fédérations sportives internationales à cause de l'apartheid, de la séparation des races. Un côté monde blanc, un côté monde noir, l'un pays ça. Donc la Fédération sud-africaine de football est l'organisation responsable du football en Afrique du Sud. Cette fédération a été créée en 1892, mais elle est venue devenir membre de la FIFA en 1910. Elle a été suspendue en 1961 en raison de sa politique de séparation des races. Ils ont quand même, depuis leur retour à la FIFA dans les années 80 et 10 à 2000, il y a le premier Soccer League, c'est une première division sud-africaine professionnelle. Il y a une deuxième division sud-africaine qui s'appelle Motsepe Foundation Championship. Il y a la Coupe Nedbank, une compétition à élimination directe, une sorte de coupe. Et puis, il y a la Coupe MTN 8, une autre compétition à élimination directe. Les équipes nationales sud-africaines jouent sous le nom Bafana Bafana, qui a été championne d'Afrique en 1996. Et à l'équipe nationale féminine, comme on qui te demande le nom, Banyana. Et puis l'équipe nationale des 20 ans qui gagne non partout, Amagita, équipe nationale des moins de 17 ans qui gagne non Apadimbos. La fédération est dirigée par l'actuel président de la fédération, et Danny Jordan, que l'on a connu, qui a été élu en 1973, qui est élu depuis 2013 et qui est actuellement à son 3e mandat. Il est un monde important, l'organisation Coupe du Monde là, en Afrique du Sud en 2010. Donc, la Fédération sud-africaine de football est l'instance donc, du football. Elle a été fondée en 1892, membre de la FIFA depuis 1910. La SAFA est une association regroupant les clubs de football d'Afrique du Sud. La SAFA, donc, c'est la fédération importante de ce pays. Donc, notez pas, de parler de République tchèque. Le football en République tchèque est profondément enraciné depuis la fin du 19e siècle. Et dans les noms de grands clubs, Red Star Bratislava, et au membre FIFA depuis
1907. Donc, c'est deux pays qui ont une tradition de football très, très ancienne. À noter quand même que, autre point important, dans l'actualité internationale, on devrait savoir ce que vont décider les Iraniens et pour la suite de la Coupe du Monde. On a vu qu'ils ont joué cette semaine. Bon, c'était important. Donc, il y aura une activité, il y aura entre le football, il y aura bien. Et nous pensons que c'est bon signe qu'il y a joué Coupe du Monde. La FIFA a d'ailleurs donné toute l'assurance à monde qui t'a fait pression pour que yo bail Italie place Italie place équipe qui capable venir dans le mondial là, eh bien Iran a venir dans le mondial là, la FIFA bail toute assistance en ce sens. C'est un petit peu de tout de ce qu'on a dit ça. Demain, on fera un petit peu plus de temps. On s'étendra sur le groupe C et puis on reviendra avec encore d'autres nouvelles sur le plan international car le temps presse. Port-au-Prince nous attend.